Bonsoir à tous. Alors cet atelier, c'était un plaisir pour moi. Il s'est passé des choses très très intéressantes. J'ai beaucoup partagé ma démarche. Parfois, j'ai un peu surpris les participants parce qu'on a fait parler des chiens, on a fait énormément de choses. Et moi, je suis très contente du résultat parce qu'on a vraiment des beaux textes. Donc moi je suis partante pour l'année prochaine, mais si on fait peut-être un atelier par mois, si on verra ça. Donc du coup on va commencer la lecture, on va commencer par Angèle. Alors, l'arche de Noé. Ce n'est pas le déluge de Noé qui a fait se rassembler quelques spécimens d'animaux, mais la sécheresse. Des mois sans une goutte de pluie. Que du soleil, que du soleil. Pauvre nature. Tout ce qui était en vie a eu du mal à s'en sortir. Seules certaines espèces d'animaux, dirigées par un rampant, disons un serpent, ont pu rejoindre un gouffre souterrain. Sa manière de se bouger l'a fait parvenir dans cet endroit miraculeux, car, abrités du soleil, les stalagmites et les stalactites y sont restés. Et là, la vie continuait car il y avait de l'eau. Ce petit animal, malgré sa bactérie qu'il avait contractée dans la forêt asséchée, avait émis un sifflement au reste de la troupe pour leur faire comprendre qu'il fallait le suivre, ce qui fut fait. Un ours, malgré sa corpulence, soutenait une biche, petite bête délicate, qui avait ses jolis yeux le remercier. Suivait un cheval sauvage qui n'était plus sauvage. Il portait sur son dos 3 petits chats apeurés mais rassurés. Et un écureuil qui n'arrêtait pas de bouger sa belle queue. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'une petite mouche sautillait et voletait autour de lui. Pourquoi? Eh bien, pour l'enquiller. Et derrière tout ce petit monde, un rat qui se faisait tout petit, car il savait qu'il n'avait pas été le bien-aimé. Mais là, tout était égalité. Et chacun de s'abreuver pour survivre et continuer la route de la vie. Et voilà un bel exemple de fraternité. Quelle que soit la nature à laquelle nous appartenons, nous devons nous entraider. quartier de mon enfance. Mon psy. Alors, où va-t-on? Moi. Je vais vous faire visiter le quartier de mon enfance. Mon psy. Ah bon? Mais pourquoi? Moi. Vous me connaisserez mieux. Lui et moi, nous traversons le parking à côté de l'immeuble où nous vivions, moi et ma famille. Moi. C'est à droite, là, voilà. C'est la place Charles-Moulin, le poète. Vous connaissez? Mon psy. Ah, d'accord, c'est donc ici que vous avez grandi. Moi. Eh oui, regardez à droite, au 7e étage là-haut, il y avait notre appartement. Et juste au-dessous, 7 étages plus bas, regardez, il y a l'entrée avec ses escaliers en ardoise. Mon psy. Et alors? Moi. Eh bien, je crois que c'est à cet endroit que tout s'est joué. Mon psy. Ah bon?
Mais pourquoi? Racontez-moi. Moi. Eh bien, sur ces marches en ardoise, mes sœurs et moi, nous jouions à un jeu. Selon comment tombaient les cailloux, nous tracions des traits sur l'ardoise, et cela se déterminait notre avenir. Chaque fois que j'y jouais, ma sœur aînée se débrouillait pour que mon logement futur ne soit ni un château ni une maison, mais un tout petit appartement. Mon psy. Et vous pensez vraiment qu'il y a un lien entre ce jeu et votre situation présente? Moi, je ne sais pas. Mon psy. Ensuite, montrez-moi le reste. Eh bien là, après le gazon, vous voyez cette partie en terre? Mon psy. Oui, moi. Eh bien là, nous, les plus petits du quartier, nous fabriquions du sable fin. Mon psy. Et alors? Moi. Eh bien, c'est dire si nous étions travailleurs, et le quartier organisé, hiérarchisé. Mon psy. Mais par qui? Moi. Eh bien, justement, je l'ignore encore aujourd'hui. Mon psy. Et là, à gauche, qu'est-ce que c'est? Moi. C'est une aire de jeu. Vous voyez les balançoires? Mon psy. Oui. Moi. Eh bien, nous jouions à y faire des crêpes. Mon psy. C'est-à-dire? Moi. Il fallait faire rebondir l'autre, le faire sauter comme une crêpe de l'autre côté de la balançoire. Mon psy. J'entends bien, oui. Moi. Et là, vous voyez la cage à écureuil? Mon psy. Non, qu'est-ce que... Moi. Là, regardez ce cube en barreau même métallique. Mon psy. Oui, et alors? Moi. Eh bien, ma sœur et moi, nous parvenions à monter jusqu'au haut et à nous dresser dessus en lâchant prise, même lorsque la pluie rendait les barreaux glissants. Mon psy. Vous preniez des risques? Moi. Je ne sais pas, oui. Maintenant, j'en ai conscience, mais pas à cet âge-là. Mon psy. Et là-bas, qu'est-ce que c'est au fond à droite? Moi. C'est ce que l'on appelait les nouveaux jeux, car ils ont été mis en place plus tard, j'avais déjà 8 ans. Mon psy. Et à quoi jouiez-vous sur ces nouveaux jeux? Mon psy. Moi, pardon. Il fallait traverser le tunnel là, vous voyez? C'est impressionnant, mais on est arrivé. Mon psy. Et ces arbres, ils étaient déjà là? Moi. Oui, heureusement. J'ai peur. J'ai peur du loup. J'ai peur des serpents. Au crépuscule, j'ai peur. J'ai peur du tétanos. J'ai peur de la mort. J'ai peur de l'éternité, du lait qui tourne, des tombes, de tomber. J'ai peur des anamites phalloïdes, de l'infarctus du myocarde, du chaud et froid, du vertige devant l'infini petit, du vertige devant l'infini grand. J'ai peur des coups de soleil, des sables émouvants, de l'eau croupie. J'ai souvent peur de manquer d'air. J'ai peur des ventouses et des pieuvres. Et certains jours, j'ai peur de rater l'aïoli. Chez le notaire, j'ai raflé toute la mise des peurs. Tout, presque. Car je n'ai pas peur des crevettes grises. Je n'ai pas peur des enfants. Je n'ai pas peur des voleurs. Je n'ai pas peur de rire le vendredi. Je n'ai pas peur des fleurs du mal. Je n'ai pas peur de passer sous une échelle. Je n'ai pas peur du ridicule. Je n'ai pas peur d'un trou de mémoire. Je n'ai pas peur de l'os à moelle. Je n'ai pas peur de l'enfer. Je n'ai pas peur des bateaux ivres, de la pointe de Bobby, des vers de terre et des guêpes. Chez le notaire, j'ai hérité d'une boîte à outils et de précieux gris-gris. Une lampe frontale,
un hôpital numéro 7 à Virolles, une langue bien pendue, les rudiments du pas de côté, de l'esquive et des sports de combat. Une petite fiole d'eau de fleurs d'oranger, une pointe d'humour, 6 grands mouchoirs à carreaux bleus, un ressort de réveil, une bague sortie d'une petite émeraude verte, quelques préceptes indérogeables et d'une tête d'âne. Ne me dites pas courage, cela me met en rage. Gardez pour vous la peur de mes peurs. J'ai des gris-gris et des amis. Années 60, Paris 20e arrondissement. Une petite rue qui monte près du métro Belfort. En face d'une épicerie Arthur Martin, la maison de Germaine F. Au rez-de-chaussée, un atelier de décolletage sur métaux, fabrication de vis, boulons, outillage mécanique. Au premier, l'appartement de Germaine F. Une petite fille essoufflée par la course dans les rues montantes sonne à la porte. 8 ans, rouquine, le cartable à la main. La clé tourne dans la serrure, la grand-mère apparaît, un beau sourire aux lèvres. Tablier bleu sur une robe grise au col blanc amidonné. La petite saute dans les bras de sa grand-mère et l'embrasse. Elle entre dans le couloir, puis la salle à manger, pose son cartable sur la table en chaîne marquetée. La grand-mère l'invite à prendre son goûter. Baguette de pain craquante, toute fraîche, beurre et lait Nestlé étalé sur la tartine, bol de chocolat chaud. Sûrement 500 calories, mais tellement bon. Au bout de la table de la cuisine, un gâteau au biscuit brun, nappé de crème, dont la petite est très friande. C'est pour ce soir, dit la vieille dame, en voyant le regard concupiscent de la fillette. Goûter terminé, elles s'en vont dans le salon. L'enfant court vers un buffet, tourne la petite clé de la porte de droite. Elle sort tous ses jouets. Chaque semaine, elle vient chez Germaine qui la laisse jouer avec de drôles de jouets anciens. Des osselets en métal, des poupées en celluloïd, des petits soldats de plomb, et même une BD qui date de la Première Guerre. On y voit un loup en uniforme allemand. La petite est heureuse, elle a de l'espace et des jouets, rien que pour elle. Son frère ne viendra pas les lui retirer. Elle a toute la liberté qu'elle désire, sous le regard bienveillant de sa grand-mère. L'appartement est spacieux, il comporte même une salle de bain, avec une immense baignoire, où elle plonge avec délectation quand elle vient plusieurs jours pour les vacances. Pour l'instant, elle pose les baigneurs sur les larges bords du lavabo blanc carré. Elle imagine que c'est une piscine et elle les fait nager, s'amuser, s'éclabousser. La petite fille est épanouie, reconnaissante aussi de cette liberté de jeu que Germaine lui offre. Alors, je vais lire le texte de Maryse qui n'a pas pu rester. C'est sur la pointe des pieds, telle une petite danseuse sans tutu, que j'ai des milliers de fois tenté l'aventure, celle de ta douceur, véritable forteresse gardée par des soldats en déroute. Caché derrière le canapé, un pouce dans la bouche, un pied sans chaussettes, en me balançant doucement, j'observais tour à tour la lune et les étoiles dans le ciel, et cette immensité vide que reflétaient tes yeux. J'avais la sensation que cette fois, enfin, je réussirais à percevoir le mystère de ta froideur. Pour avoir déjà parcouru autrefois un petit peu de ce
ce chemin ardu, quand l'absence n'était encore à mon espoir qu'une musique tendre et frêle, pour avoir senti de ma main qui tremblait, posée subrepticement sur ta poitrine, des battements enfuis loin, très loin de mes doigts, et qui s'arrêtaient au frôlement de ma main. J'ai découvert que le calme pouvait cacher une sombre colère, une haine farouche. J'ai essayé encore et encore, courageuse vagabonde, de me remettre en route pour atteindre ce pays duquel j'étais résolument exclue, sans jamais savoir pourquoi. J'ai voulu, indocile, forcer tous les passages, escalader tous les obstacles et me faire une place au paradis. Mais ton refus obstiné m'a arraché le cœur et rompu, mutilé, sans force, j'ai cessé d'avancer. Daniel, lorsque tu es arrivé, j'étais là. Tu as grandi avec moi. Daniel, c'est toi, ma petite sœur. Parmi une fratrie de 7 enfants, tu étais la petite, j'étais la grande. Tu rayonnais. Tes premiers mots ont été pour moi. À l'école où j'enseignais, tu avais ta place. Et les années passèrent. Tu étais devenue une belle jeune fille et tu es aujourd'hui une belle femme. Des souvenirs, je pourrais en remplir des livres. Nous avions chacune notre vie, mais un lien très fort nous unissait. Dans la joie ou la tristesse, Daniel, ma sœur, tu es là. Toi, avec moi, avec toi, jusqu'à la fin de ma vie. C'est un rêve. Ça y est, je vole. Je n'ai pas d'aile, ni de parapente, ni d'avion. Mes bras et mes jambes me suffisent. Je les actionne amplement et souplement. Je parviens à décoller de la cheminée de l'usine où nous vivons, moi et mon cercle d'amis auréolés. Au-dessous, il y a un lac, non, une mer. Je descends un peu et je peux voir un long dragon qui se baigne dans cette eau pure. Je suis en Asie, ou au pays des serpents géants qui veulent sans cesse me mordre les mains. Tout à coup, j'entends un moteur. Je lève la tête. C'est un hélicoptère qui se transforme soudain en tomate. Aux alentours, les nuages jouent à son bouton. Sur l'un d'eux, une licorne multicolore écoute de la musique sacrée. Mais l'hélicoptère réapparaît et se pose. Des militaires armés en descendent. Ils cherchent mon jumeau jusqu'à l'intérieur d'une tente canadienne vert kaki. Heureusement qu'il est depuis longtemps aux oubliettes. Je lève les yeux. Devant moi s'ouvre un chemin. D'un côté et de l'autre, des chérubins jouent de la trompette et m'invitent à suivre ce chemin idéal. Enfin, je tourne la tête vers mon jumeau et il sourit, car il a gagné notre course intérieure. Un jour que j'étais morte un certain temps, une petite éternité, j'ai vu passer les écus d'or des peupliers, l'ombre chinoise détruite, des bulles, encore des bulles, des lignes bleutées soulignaient le courant. C'est fou ce qu'il y a à voir quand on est prisonnière destinée à la mort.
Cette certitude invite à la contemplation. Un ver de terre? Non, une sangsue. Et encore, des feuilles mortes. Chant du cygne rouge et or. En surplomb, l'ombre de ma camarade de jeu. Dans ce temps incertain, je suis morte. Un temps certain. Plitch, platch, pression implacable sur ma tête. Dans l'eau. C'est faux ce qu'il y a à entendre dans l'eau. Les oreilles remplies d'eau. Ma tité tenue de petits bruits. Sons désarticulés. Tam-tam dans les tempes. Glou-glou du ruisseau. Musique hostile, attirante. Mais bon, ça devient longuet. Jeu de naine, jeu de vilaine. Un jour j'étais morte, c'est certain. J'ai recraché l'infâme tisane amère, fermé hermétiquement la bouche, suspendu ma respiration. Un jour j'étais un peu morte, motus et bouche cousue, nez pincé, point d'odeur, point de goût. Sinon l'espoir flottant de me tirer de ce mauvais pas. Moment suspendu, mort vivante, fuite sauvage, immobile, exaspération des sens, calme des eaux primordiales, synapse électrisée, rêve de réalité, que vienne une tartine beurrée, trempée dans du sucre cristal, qu'elle crisse sous mes dents. Frontières abolies, pince-mi, pince-moi. Aujourd'hui, je suis vivante, du passé décoloré, je prête d'âcres peurs, je brode le salé des larmes. Reste la danse de frêles esquifs. Je descendis de cheval et regardai la ligne pourpre de l'horizon. Le soleil se couchait dans la mer. Quelque chose changeait imperceptiblement. De ma main gauche, je saisis l'horizon et je le tendis à la verticale comme un sabre de samouraï, prêt à trancher. Je le vis monter vers le ciel, étoilé, épée fendant les eaux scintillantes de la coupe stellaire. Il se transforma ensuite en échelle posée sur le sol et montant vers les cieux. Je m'élevais lentement sur les échelons de Jacob, persuadé que j'allais vers le pays des anges et des étoiles, là où la violence et la faim n'existent pas. Une porte s'est entr'ouverte, je la poussai, et là, la lune m'attendait pour me guider vers ceux qui vivent en silence. Malgré moi, je ressentais le parfum de la tristesse du départ, de l'abandon, du non-retour. Mais plus loin, le soleil me fit signe et je ressentis immédiatement la joie d'être arrivé chez moi. Le dernier texte est de Sylvain. On est le soir sur une terrasse. Une personne seule sur une chaise longue écoute de la musique. On entend une chanson de Mano Solo, le monde entier. Quand une étoile filante passe, la personne se perd. Ce fut un grand moment de tristesse quand Laurette fut partie. Une amie commune me dit un jour qu'elle avait vu une étoile filante et pensait que c'était Laurette. Je reste perplexe. Alors, quelque temps plus tard, quand passait ce morceau qui pour moi incarne le départ de Laurette et que je vis passer une étoile filante, je n'en ai pas vu beaucoup. Je restais perplexe. Quelle probabilité! D'où un questionnement sur autre chose, une ouverture sur un ailleurs.